Avril 1965. Claude Phaneuf a 35 ans. Comptable de son état, il part avec sa famille en vacances dans le sud. Alors qu'il devait s'agir d'une absence somme toute assez banale dans la vie de cet employé modèle, se transformera en inquiétude lorsqu'il ne revint pas au travail, et enfin, en épais mystère lorsque l'on découvrit qu'il était parti avec des valises beaucoup plus chargées qu'on aurait pu s'imaginer. Les mois passant, tout indique que Claude Phaneuf avait sans doute planifié un peu plus que de simples congés. Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Nous allons aujourd'hui parler d'un cas très particulier, d'un cas qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de traiter. Il n'y a pas de sang, pas de crime, pas de mort. On parle juste d'une histoire de disparition, d'une disparition assez exceptionnelle. Et puis on va vous en parler, Annie et moi, dans cet épisode, de la disparition de Claude Phaneuf qui s'est produite en 1965 et je crois qui t'intéresse énormément, Annie. Hein? Oui, c'est ça, c'est un de mes cas préférés. Dans le fond, c'est sûr que c'est parce qu'aussi, il a fait partie de la liste des 10 personnes les plus recherchées de la SQ pendant plusieurs années, dans les années 60. En même temps, d'ailleurs, que Victor Loranger, là, qu'on a traité le cas aussi. Exactement, dans l'épisode 2. C'est ça. C'est un cas qui est mystérieux. Tu sais, à prime abord, il n'y a pas grand-chose de sensationnel, mais ça l'est un petit peu parce que c'est un cas de fraude en même temps. Il y a un crime d'argent financier, mais qui est assez important pour l'époque. Puis, ce qui se passe dans ça, c'est aussi la réflexion qu'on peut avoir à savoir que là, on a comme affaire à un crime parfait parce que la personne s'est restée irrésolue, dans le fond. Mais en même temps, un crime parfait, c'est quoi? Quand, dans le fond, tu es obligé d'être fugitif toute ta vie aussi. Exactement. Bien, c'est ce qu'on va aussi... on va essayer de faire disons, une chronologie dans tout ça avec notre façon de voir les choses. Puis, C'est ça, il y a un contrebalancier à ça. Effectivement, ça ressemble beaucoup à un crime parfait parce que du jour au lendemain, Claude Phaneuf a disparu. Et qu'il n'y a absolument aucun indice, aucune trace de Claude Phaneuf. Puis ce qui est révélateur d'ailleurs, on va en parler tantôt, c'est qu'on pense qu'il est à tel endroit, à différents endroits. Mais tu sais, parfois, on retrouve un fugitif. On sait qu'il est, par exemple, il est rendu dans un pays en Afrique, en Tanzanie, par exemple. Il est là, on l'a vu, on sait, on commence on le localise et puis l'étau se resserre. Mais dans le cas de Claude Phaneuf, là, l'étau, il n'est même pas resserré, pas en tout. Là. C'est comme, il a disparu, puis après, c'est juste une question d'hypothèse. Où est-ce qu'il est rendu? Exactement, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que c'est une histoire qui a été relatée aussi par Daniel Proulx, qui est un de mes auteurs favoris, là, qui a écrit Les Grands Procès. Puis, très prolifique. Oui, c'est ça. Puis qui a écrit aussi... Les Bas-fonds de Montréal? Oui, c'est ça, Les Bas-fonds de Montréal. Il en a parlé dans sa série Des crimes et des hommes dans la presse. Il a fait ça dans les années 90. Là. C'est des petites chroniques qui revenaient sur des crimes du passé. Là. D'accord. Puis c'est en fait le seul qui en a reparlé. Souvent, c'est lui qui reparle des choses qui m'interpellent, mais qui n'ont pas été remâchées. Puis donc, c'est ça. On parlait de la disparition d'un homme de 35 ans qui a quitté le travail. Dans le fond, il était comptable pour une compagnie qui s'appelait la Mont-Royal Paving. Mais il n'était pas comptable, d'ailleurs, pour plusieurs compagnies?
Parce qu'il me semble avoir ça lu... devient nébuleux parce OK. qu'il y a aussi que je pense comment il a orchestré ces choses pour voler aussi, c'est qu'il s'est créé plein de micro-sociétés anonymes. Ah, d'accord. Mais oui, probablement, là, c'est sûr qu'à Gazette officielle, j'en trouvais d'autres, OK. mais j'arrivais pas à m'assurer à 100% qu'on parlait du même Claude Faneuf. C'était pas évident parce qu'il y a aussi que il y avait plus d'un titre. Il n'était pas juste comptable. À un moment donné, c'était autre chose. Fait que c'est sûr que c'est ça. Donc, il est parti du travail. Il a salué ses collègues. Il partait en vacances avec sa femme et ses enfants. Puis, en fait, pour ne jamais revenir. C'est un peu ça, là, au départ, à la base, ce qui s'est passé. Quand il ne revenait pas, au mois de mai, ben ses collègues étaient juste comme se demandaient, pensaient au début qu'il avait probablement juste prolongé ses vacances dans le sud. Mais finalement, il ne revient pas pantoute. Donc, ils ont été obligés d'engager un autre comptable. Et c'est là que le comptable s'est assis, il a regardé la paperasse et tout ça, et il s'est rendu compte que là, il y avait de grandes anomalies. Et là, on parle d'anomalies qui montent quand même à de gros montants. Et ce qui est assez incroyable d'ailleurs, et puis tu parlais, ça rejoint un peu la notion de crime parfait dont tu parlais tantôt, c'est qu'il est très difficile d'avoir le montant exact de la fraude. On parle, moi j'ai vu dans certains journaux parler de 1 million de dollars, il y en a d'autres qui en parlent de 2. Tu es monté jusqu'à 6 millions. 6 millions, c'est ça. Et si on fait le calcul, on l'a fait avec le tableau de calcul d'inflation de l'époque, de 1965 à 2020, ce 1 à 6 millions-là devient de 8 à 49 millions. Tu sais, c'est quand même... 49 millions de dollars canadiens, c'est on parlait à énorme. l'époque, puis je pense que ça l'est peut-être encore aujourd'hui, une des plus grandes fraudes de quelqu'un qu'on n'a jamais retrouvé. Là. Tu sais, le fugitif ayant fait le plus gros coût d'argent. On s'entend que 49 millions, là, c'est un gros lot à la loto. Tu sais, c'est comme le jackpot. Là. Gros lot. Un gros lot, oui, c'est le gros lot de fin d'année. Là. Exactement. Donc, c'est ça. En fait, Claude Faneuf, il est parti avec sa femme, Jacqueline Larocque, et ses 3 filles, entre 4 et 11 ans. Et puis, Claude Faneuf et sa famille avaient une maison, une très luxueuse maison sur la rue Notre-Dame, 800 Notre-Dame à Repentigny, qui, à l'époque, il disait au bord de l'eau. Donc, c'est difficile à dire aussi parce que, en 65, ça n'a pas tant changé, mais ça peut quand même là, avoir changé au niveau des lots, cadastres, etc. Mais ça donnerait à peu près où il y a un hôpital vétérinaire maintenant. Okay. La maison n'est plus là, je crois. Il avait même fait construire une petite maison à côté pour son beau-frère. Maison qu'il utilisait quand certains gens venaient pour pas que les gens voient aussi à quel point il y avait de l'argent parce qu'il n'était pas supposé en avoir autant. Donc, c'est ça. Il y avait aussi un pied-à-terre à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. D'ailleurs, on a pu voir dans son avis de faillite de septembre 65 qu'il y avait aussi le domaine L'Estérel qui y appartenait. Puis, il y avait aussi un pied-à-terre, en tout cas, une résidence secondaire, disons, dans l'État de New York, juste en bas de Plattsburgh. Et c'est là, d'ailleurs, que son yacht de luxe, qui valait à l'époque 300 000 $, était stationné, comment dire? Et mouillé. Oui. Et mouillé dans le lac Champlain. C'est donc, comment dire, la ville est à côté du lac Champlain. Donc, j'imagine que c'était là que son yacht mouillé. Exactement. Puis c'est à bord de ce yacht-là qui, dans le fond, serait parti pour ne plus jamais, ou en tout cas, selon des rumeurs et des choses quasi surnaturelles qui auraient été revues plus tard, c'est ça. Un yacht d'ailleurs d'une valeur de 300 000 $ de l'époque qui correspond aujourd'hui à pratiquement 2 500 000 $. Imaginez la taille de ce yacht. On le mettra de toute façon, la photo, comme dans nos autres affaires. On fera une revue de presse qu'on mettra sur le site retrocrime.com. Vous allez pouvoir voir de vous-même la taille et la beauté de ce yacht. Exactement, c'est ça. Oui, c'était quand même, parce que je sais pas, on a très peu de photos, encore une fois, Claude Faneuf, c'est ça, se faisait très discret. Premièrement, c'était un homme de très petite taille. Bon, on a de 4 pieds 10 à 5 pieds 2 dans les journaux, on ne sait pas trop exactement. Il y a beaucoup de qu'en dira-t-on de l'époque, un peu de psychologues à 5 cents, j'appelle ça, qui disaient qu'il était comme ça, c'était quelqu'un qui voulait flasher avec son argent, que, tu sais, bon, parce qu'il était complexé de sa petite taille, mais bon, ça reste des spéculations de l'époque. Mais ce qui est important, moi j'aimerais revenir sur son manoir, sur sa résidence qu'il avait à Repentigny. On va en reparler à plusieurs reprises de l'article dans La Patrie de Yves Laferrière, mais Yves Laferrière a écrit le 28 novembre 1965, moi j'ai trouvé un très bon article. Ah oui, authentique, on dirait, hein? C'est difficile de ne pas y croire. Exactement, très authentique, parce que Yves Laferrière a connu Claude Faneuf alors qu'il avait 14 ou 15 ans. Donc, Claude Faneuf avait l'habitude de passer dans la boutique de cadeaux de son père,
donc le père de Yves Laferrière, et il raconte ses souvenirs. Puis, dans ses souvenirs, il raconte à un moment donné qu'il avait été invité, parce dans le fond, Claude Phaneuf est devenu un ami de la famille du père de Yves Laferrière, et il a visité à un moment donné son manoir, sa maison qu'il avait à Repentigny. Et lui, il compare ça, il n'hésite pas à comparer à un palace. Il raconte qu'il y avait énormément de salles de bain, puis on sait que une salle de bain, là, c'est tout de suite de l'argent là, dans une construction de la maison, là, c'est beaucoup d'argent, que la robinetterie était dorée, qu'il y avait des tapis partout. C'était du très grand luxe. Et puis justement, comme tu disais tantôt, il y avait cette dépendance, cette maison qui était à côté, qui était, d'après Yves Laferrière, pas beaucoup moins luxueuse en plus que la maison principale. Peut-être moins tape à l'œil. Peut-être, exactement. Parce où il y que avait lui, peut-être moins de richesses exposées parce qu'il voulait être plus discret et qui servait à son beau-frère qui s'occupait du terrain en échange. Exactement, c'est ça. Mais ce qu'on raconte de lui, c'est que c'était un homme, un peu un homme gentil, quand même bon vivant, mais qui était très, c'est ça, qui aimait ça, flasher son cash, comme on dit en québécois, que tu sais, même lui se rappelait, Yves Laferrière, que tu sais, l'argent, il débordait des poches, puis c'était comme vraiment impressionnant, parce que tu sais, en 65 aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas, bon, il y a des riches, des pauvres en n'importe quelle génération, mais quand même, tu sais, un garçon de 14 ans dans ces années-là qui voit autant que l'argent te déborde des poches, c'était carrément c'est impressionnant. Il disait même qu'il avait du mal à sortir les oui, rouleaux de billets de ses poches. C'est quand même impressionnant. C'est quasiment cinématographique, là, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, dans le fond, début mai, il ne revient pas. 3 semaines plus tard, ils font venir un comptable. Le comptable commence à voir le subterfuge. Et là, ce qui se passe, c'est que la Mont-Royal Paving décide avant de... Ils ne veulent pas ébruiter l'affaire. Pour quelle raison? On ne le sait pas. Ben, et peut-être... comment dire? C'est peut-être parce qu'ils ont peur de paraître mal. Parce que, on parle quand même de comptabilité, d'argent. De ne pas perdre de contrat. C'est ça, tu sais. Il y a les clients aussi qui sont peut-être des victimes collatérales aussi. C'est jamais... quand tu es dans le domaine des affaires, de montrer que dans le fond, tu gères très mal ton argent. C'est ça, c'est pas... Ça peut se comprendre, en tout cas de mon point de vue. Là. Mm-hmm. Donc c'est ça, au début, ils ont engagé, mais c'est vrai que c'est encore à une époque où c'était à la mode, et là, ça revient, mais bon, d'engager des détectives privés. C'est la Citadelle qui s'était occupée de ça, qui a été une agence d'investigation quand même assez reconnue à l'époque. Et ensuite, quand là, ça n'a pas fonctionné, puis qu'ils ont vu là, que là, ils commençaient à se rendre compte de plus en plus parce qu'il a fallu débusquer tout. C'est pour ça qu'ils ne savent toujours pas combien que c'était de fraude. Et là, ensuite, c'est la police de Repentigny. J'aimerais bien ça, s'il y a des anciens policiers de Repentigny qui nous écoutent en ce moment, d'avoir des témoignages, si jamais quelqu'un, parce que ça me fait spécial de savoir qu'une des plus grandes fraudes au Québec, c'est la police de Repentigny qui s'en est occupée. C'est tout près, puis bon, c'est très local, mettons, c'est niché quasiment. Maison. Puis c'est ça, donc finalement, pour finalement que sa photo, sa seule et unique photo, là, parce que c'est ça, il se cachait même sur les photos de groupe, etc. Tout ce qu'on avait de Claude Phaneuf, et j'ai été challengée, j'ai cherché, c'est une photo de lui de 15 ans avant la fraude, avant son départ précipité, dans le fond. Puis, donc on parle de 1950, pas, donc si c'est 15 ans avant son départ. 1950. Donc dans la vingtaine, tu sais, c'est... Sincèrement, tu sais, quand tu m'as raconté ça, cette histoire qui se cachait toujours sur les photos de groupe, qui s'arrangeait toujours pour baisser la tête ou mettre sa main en avant de sa face, je trouve ça incroyable. Puis ça montre qu'il y avait aussi un degré de préparation dans l'éventualité d'une fuite. Parce que c'est ça, on se retrouve avec un individu qui fait partie du top 10 des individus les plus recherchés au Québec et au Québec, pas au Canada, au Québec. De la Sûreté du Québec, mais je pense que quand on parle ça dépend, tu sais, c'est sûr que là, c'est parce que même tous les policiers d'Amérique du Nord avaient sa photo. C'est ça. Puis il y a même eu, je pense, des hélicoptères qui ont survolé le Sud, mais on peut dire que c'était un des principaux fugitifs recherchés en Amérique du Nord. Disons que dans le journal, on dit au Canada. En même temps que Victor Loranger, mais dans les faits, on dit de la SQ. Donc, ça serait supposé être de Québec. Donc, un individu qui est dans le top 10, qui fait partie des individus les plus recherchés en Amérique du Nord et dont la seule photo qu'on a date de 15 ans
Moi, je trouve ça incroyable. Quelqu'un de riche en plus, Incroyable. parce que c'est sûr que, bon, dans ces années-là, c'est pas les pyrogravures de photos, là, on s'entend, mais ça reste que si quelqu'un qui a de l'argent pouvait s'acheter, c'était même très à la mode d'avoir les nouveaux Kodak, là, qu'on y appelait ça vraiment des Kodak, parce qu'avec des flashs qui brisent, des flashs jetables. Mais c'est sûr que, d'après moi aussi, il est parti avec tout ce qu'il y avait. Il devait en avoir des photos de son mariage, etc. Mais il a prévu son coup. Là. Il est parti ce vendredi-là, bye. Il savait très bien que c'était le dernier bail qu'il faisait à ses collègues de travail. Donc, il est parti, on ne l'a plus jamais revu, à part quelques rumeurs comme quoi il serait allé en Hollande. D'où ça vient? Il paraît que son yacht était de fabrication hollandaise, mais est-ce que ça n'a sûrement pas rapport? Mais des fois, on ne sait jamais quel lien que les gens ont pu faire. Ben, c'est ça. C'est pas comme un poisson qui revient à l'endroit où il est né, là, comme un saumon qui remonte le... Oui, c'est ça. Je trouve ça un peu bizarre. C'est vrai. Bon, après, moi, généralement, ce qu'on se dit, c'est est-ce que c'est un pays qui a des contrats d'extradition avec le Canada, par exemple? En général, les gens, ils vont chercher des pays où ils vont être tranquilles. Ils ne vont pas être inquiétés par la police, même par Interpol. La Hollande, je pense que ça doit être un pays où il doit y avoir des contrats d'extradition avec le Canada, j'imagine. Je ne suis pas être certain en 1965, mais un pays européen, j'imagine qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais la rumeur la plus persistante était qu'il résidait carrément dans son yacht dans les Bahamas ou dans le sud, dans les Caraïbes, en fait. Puis que c'était un yacht aussi qui avait, pour l'époque, une grande autonomie. Le plein de gaz, puis de toute façon, évidemment que des fois, il n'était pas toujours en train de le moteur en marche, puis il devait rester faire du surplace. Il aurait été vu aussi aux Bahamas, mais c'était un yacht apparemment qui n'avait aucune inscription, qui n'avait pas de nom, parce que souvent les bateaux, ils ont un nom, même les plus petits bateaux, là, souvent. Puis lui, ben, il ne portait aucune inscription. Puis ce qui arrive, c'est que je pense que ça a été survolé par des hélicoptères, selon certains articles de journaux, mais qu'en fait, il y a tellement de yachts dans ces coins-là. Il y en a même des plus gros, il y en a de toutes les sortes. C'est les Bahamas, c'est le sud. Il y a juste ça, c'est le paradis des yachts. Hein? C'est ça, donc jamais on a vraiment... même la Mont-Royal Paving offrait, en partenariat avec l'agence Citadel, 15 000 $ à l'époque pour toute information qui pouvait mener vers, disons... Ça, c'est 120 000 $ d'aujourd'hui à peu près. Ah, c'est bon, c'est ça. Donc, c'était quand même quelqu'un qui veut donner quelqu'un qui veut donner une information anonyme se faisait quand même quelques sous, disons. Exactement. C'est ça. Ce qu'on a retrouvé, par contre, parce que là, ce que j'ai fait, je suis allée voir sur Ancestry et sur les sites de généalogie parce que ce que je trouve intéressant dans un cas comme celui-là, il est assez ancien pour qu'il y ait peut-être des registres de passage de frontières, des registres d'embarcation sur des bateaux, que ce soit des bateaux qui vont vers l'Europe, des gros paquebots ou des bateaux qui vont aller dans le sud comme ça. Ça s'est vu, là, j'en ai vu beaucoup, ça m'arrive souvent. Puis des fois, même n'importe quoi en généalogie peut être intéressant. On a même regardé ses adresses au mariage, etc. Même les registres fonciers de où ce qui restait, de la maison. Puis ce qu'on a trouvé, mais ça reste très hypothétique, mais c'est intéressant d'en parler, c'est que le 20 février 1957, on a un dénommé Faneuf. On ne dit pas que c'est Claude Faneuf, mais on s'entend que ça me surprendrait. C'est sûr que là, dans ce temps-là, de toute façon, il n'était pas encore fugitif, mais comme on sait qu'il se cachait déjà sur les photos, ça se peut qu'il utilisait des alias déjà. Oui. Donc, on a un dénommé Faneuf qui aurait pris un bateau qui, dans le fond, un traversier, si on peut appeler ça de même, de Miami à La Havane, à Cuba. Quand même, d'accord. Cuba, 1957, bon, on pourrait extrapoler longtemps, mais je me dis, ça peut être intéressant de voir. Disons ce qu'on pourrait dire par rapport à la Havane dans les années 50, puis on peut aller même jusqu'à 1960, c'est qu'il y avait, pour ceux qui ne connaissent pas là, le contexte, c'est que la Havane et Cuba, c'était une plaque tournante de la mafia, c'était une plaque tournante du trafic, que ce soit de drogue et entre autres. Là. Et donc, on peut y voir quand même des liens. À partir du moment où tu as de l'argent, tu peux l'investir ou tu peux avoir des besoins de certains amis pour le blanchir, pour investir dans différentes affaires. Moi, je ne serais pas surprise qu'il y avait peut-être des complices ou quelqu'un d'autre ou se réfugier peut-être ailleurs. Mm-hmm. C'est sûr qu'on a entendu beaucoup parler de Cuba quelques années plus tard avec Lucien Rivard, etc. Je ne ferais peut-être pas des liens avec ça. De toute façon, je ne connais pas assez le dossier pour ça.
Mais ça reste que, est-ce qu'il allait juste en voyage? Ça se peut, il était riche. Il était riche, mais ça reste que c'est intéressant pareil. Mais c'est tout ce que je l'ai essayé de toutes les façons, et sa femme aussi, pour essayer de trouver dans les registres là, de passage de toutes sortes. Les actes paroissiaux aussi, il n'y a pas grand-chose d'autre que baptême, mariage au Québec là, pour ces affaires-là. Mais c'est ça. C'est tout ce qu'on a trouvé quand même. Des avis de faillite aussi qui nous donnaient quand même quelques indices de ses avoirs, dans le fond, plus au niveau immobilier. Mais c'est intéressant quand même. Des noms d'acolytes aussi à la Gazette. On va peut-être à un moment donné pouvoir poursuivre plus. Oui, tout à fait. Puis ce qu'on sait du personnage aussi, c'est, effectivement, il avait le goût du luxe. J'ai vu d'ailleurs dans un des articles qu'il n'hésitait pas à faire venir des voitures de l'étranger, comme une Mercedes directement d'Allemagne. Jaguar. Puis des Jaguars aussi. On voit qu'il avait ce besoin, mais très jeune, parce que, encore une fois, dès 25 ans, il était déjà propriétaire d'une maison dans le quartier de Rosemont, qui est un quartier de Montréal. Ah, ça, c'était 1 an avant de faire construire son palace à Repentigny. Oui, il ne faut pas oublier, par contre, que Rosemont, à cette époque-là, n'est pas le Rosemont d'aujourd'hui, mais quand même, il était propriétaire déjà. Oh, il y a des beaux coins à Rosemont. Oui, mais dans ce temps-là, Rosemont était plus populaire. OK. Ce qu'on appelait quartier populaire. J'imagine, c'était plus abordable qu'aujourd'hui, pas parce que c'était le Bronx de Montréal, c'est pas ça, mais c'est dans le sens où c'était pas encore des quartiers qui étaient plus difficiles d'accès pour la propriété que ce l'est maintenant. Oh oui, tu as bien raison, mais quand même, 25 ans propriétaire, c'est bien, mais je trouve ça jeune un peu quand même. Ouais, c'est quand même rare d'être propriétaire dans la vingtaine. Généralement, on finit ses études, on commence à travailler. Mais il ne faut pas oublier que sa femme était déjà une fille de famille riche. Oui, tout à fait. Donc, déjà, il y avait une femme qui était aisée, qui avait des parents qui avaient beaucoup d'argent. Donc, le train de vie, là, ça devait y aller là, quand même assez... Puis un peu comme tu disais tantôt, là, c'est quelqu'un qui inspirait confiance parce que dans un des articles, toujours dans La Patrie d'ailleurs, il était question du président de la compagnie qui lui confia la gérance des crédits de la compagnie, tellement il avait confiance en lui en tant que comptable. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'au moment où il s'est rendu compte de la fraude, il a peut-être hésité à publiciser ça, là, parce qu'on lui fait confiance, on lui confie des responsabilités encore plus grandes qu'un simple comptable, et puis on se rend compte qu'il nous a fraudé, et c'est sûr qu'on paraît assez mal dans ce temps-là. Ça peut être l'orgueil aussi, hein, c'est dur pour l'orgueil, j'imagine, pour des hommes d'entreprise, des entrepreneurs, tout ça. C'était une entreprise d'ailleurs qui était vraiment, qui avait beaucoup de gros contrats, là. Est-ce qu'on aurait, dans le fond, affaire à un crime parfait? C'est ça, là est la question que je trouve intéressante, parce que, dans le fond, oui. Quand on regarde ça, oui, il n'a jamais été retrouvé. T'sais, on ne sait pas, à moins que finalement, il est décédé, il est suicidé ou quoi que ce soit. On ne sait pas. Mais en apparence, son crime a été parfait parce qu'il a réussi à faire son coup d'argent et il s'est sauvé et il ne s'est pas fait prendre. En même temps, comme j'ai souvent dit, avec mon père, on disait souvent, les gens qui font ça, peut-être qu'ils payent en stress. Exactement. C'est souvent ça que je dis, parce qu'à un moment donné, tu vis avec ce stress-là, puis là, tu as 3 enfants en âge scolaire, ou presque, de 4 à 11 ans. Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants? Moi, ce que je me demande beaucoup aussi, c'est comment ça a été là, au niveau du noyau familial sur le yacht. C'est comme, est-ce que c'est vraiment, les enfants sont très contents? C'est sûr qu'ils ont peut-être fignolé leurs affaires avant de partir. On s'en va pour toujours parce que là, on va faire l'école à la maison sur le bateau. J'ai aucune idée, mais c'est spécial de se dire comment ça a été. Puis est-ce que c'est un crime parfait? Moi, je pense que d'un sens, oui. Mais à l'intérieur, même si on regarde ça à un autre degré, je pense que non. C'est beaucoup de stress. Et puis, d'ailleurs, il y a un excellent point qui a été apporté par Yves Laferrière dans La Patrie, le 28 novembre 1965, et qui résume très bien ton idée. Et je cite, « Lui qui devait devenir millionnaire, il devra souffrir de l'être aujourd'hui. Lui qui voulait devenir un grand homme, il devra se faire encore plus petit pour échapper à la justice. Lui qui voulait devenir puissant, il devra maintenant se cacher comme le plus faible des insectes pour pouvoir vivre encore un peu. » Ah oui, c'est... moi, en tout cas, tu te rappelles, quand j'ai vu ça, là, c'était... Parce nous, cet article-là, on l'a découvert très récemment parce que, en recherche mots-clés dans la numérisation de BANQ en ligne, ressortait pas. C'est tout récent là, qu'on peut voir La Patrie, disons, ce que j'appelle la 2e édition là, des années 60 jusqu'à la fin de La Patrie. Puis, j'en revenais pas. Cette phrase-là était vraiment... Elle est parfaite.
Elle est parfaite. On peut être d'accord ou non avec ça, mais surtout le fait de lui qui voulait être un grand homme qui doit se cacher pour toujours, je trouve ça vraiment, doit se faire petit pour toujours, c'est parlant quand même. Oui. Tout à fait. Ouais. Puis c'est la réalité. Je veux dire, oui, c'est le crime parfait. Oui, il a réussi à partir avec plusieurs millions de dollars. On ne sait pas exactement la somme. Mais en échange, il a dû vivre un enfer parce qu'il a dû se cacher. Il a dû toujours regarder au-dessus de son épaule pour savoir s'il n'était pas surveillé, si la police n'était pas déjà sur sa trace. Et ça, même avant de partir, d'une certaine façon. Même avant de partir, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la plus belle conclusion qu'on pouvait donner à cette histoire sur Claude Faneuf. Vous voyez, une histoire passionnante qui est encore un mystère. Si vous voyez Claude Faneuf, s'il vous plaît, faites-nous signe. C'est un petit homme, mais en tout cas, plein d'argent. Plein d'argent. Et puis, comme toujours, on va vous mettre à disposition sur retrocrime.com la revue de presse concernant cette affaire. Vous pouvez nous retrouver également sur la page Facebook de Rétrocrime. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner donc à Rétrocrime sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et puis, on se retrouve une prochaine fois.